Le baccalauréat session de juin 2022 a livré son verdict. La joie et la satisfaction des admissibles sont à suivre dans ce journal avec Olive Biaou. Et quels sont les comportements que doivent adopter les hommes pour éviter de lever la main sur leurs épouses en cas de dispute? Réponse pour éviter les violences conjugales dans ce journal. Et puis en interactualité, un tribunal de Banjul a condamné à mort mercredi 5 responsables des renseignements gambiens pour le meurtre en avril 2016 d'un opposant sous la dictature de l'ex-président Yahya Jammeh. Élément à suivre dans ce reportage. Mesdames et messieurs, merci de prendre le rendez-vous de cette session d'information sur Speedline Télévision. Les candidats à l'examen du baccalauréat session de juin 2022 sont désormais fixés sur leur sort. Après un long moment d'attente, d'inquiétude et d'angoisse, les résultats sont enfin là. Et la joie et le bonheur également se lisent sur le visage des candidats admis. Le constat avec Olive Biaou dans le CEG Aqua Centre, également à Saint-Rita. Reportage. Ils l'ont enfin obtenu. Ils ont eu leur bac et sont désormais de nouveaux bacheliers. L'émotion est grande après une année de sacrifice, de veille et de stress. La joie se lit enfin sur les visages. J'ai pu tirer mon épingle du jeu. C'est une grande joie pour moi et pour ma famille aussi parce que l'émotion est trop. Je me suis trop donné cette année. Je me suis donné, j'ai travaillé en salle. J'ai fait ce qu'il faut, ce qu'il fallait, j'ai fait. Mais stress aussi, ça n'a pas manqué parce que on dit la moyenne de classe ne détermine pas ton succès au bac, en fait. Parce que le premier de la salle peut échouer et le dernier peut avoir son bac. C'est comme je comprends. Moi aussi, je me faisais tellement d'idées dans la journée d'hier. D'abord, je pourrais dire, parfois tu es un peu fatigué d'apprendre, mais tu n'as pas le choix. Donc, tu dois te réveiller, apprendre, passer sous le soleil, la pluie, tout ça là. Donc, je me suis vraiment donnée pour l'avoir cette année. Je suis tellement contente. Je suis tellement contente. Je remercie mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Au CEG Saint-Rita, dans la série C, sur 11 candidats présentés, 10 sont admis. C'est un sentiment de satisfaction qui anime les dirigeants de l'école. Oui, tout au long de l'année scolaire, les enfants, les professeurs, les parents, la direction, je crois que tout le monde s'est battu pour qu'on puisse avoir un bon résultat à la fin. Donc, en dehors des cours, il y a donc des séances de travaux dirigés et cela a permis aux enfants d'avoir quand même le niveau qu'il faut avant donc, de se présenter aux examens. Pour les candidats admissibles, ils doivent savoir que c'est déjà un pas. C'est un pas et déjà l'administration, toute l'administration les félicite, les professeurs les félicitent pour ce travail abattu. À l'endroit des candidats qui n'ont pas pu décrocher le bac, ce n'est pas facile. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais il faut se dire, certainement, à un niveau donné, quelque chose n'a pas marché. Donc, il s'agit donc de faire, il ne s'agit pas de pleurer sur son sort, il ne s'agit pas de se torturer, il s'agit de se remettre en cause, de se dire, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai fauté? Et de chercher à faire le bilan, là où ça n'a pas marché, chercher à savoir, afin de mieux se préparer pour le prochain bac. C'est une grande étape déjà franchie pour ces nouveaux bacheliers. Cependant, les épreuves orales qui démarrent ce lundi 18 juillet 2022 jouent également un rôle très important pour leur réussite définitive. Les admis au brevet d'études du premier cycle passent au second cycle et devront donc s'inscrire dans de nouvelles séries. Et justement, comment s'orienter vers ces séries après avoir obtenu le BEPC? Nous vous proposons ici quelques conseils dans ce reportage de Kinette Egaoui et Mathieu Soso.
Mardi 12 juillet 2022 à Cotonou, nous sommes au lendemain de la proclamation des résultats de l'examen du BEPC et déjà des candidats déclarés admissibles se décident sur la série à faire au second cycle. Au second cycle, je compte faire la série C parce que je crois que je suis bonne pour ça. Je vais aller au lycée pour continuer mes études en architecture. Cette dernière temps-ci, maintenant, l'enseignement ne donne rien. Donc, il vaut mieux d'aller au lycée. Je compte faire G2, seconde G2. Je compte m'inscrire en C. En série C. En série C. Parce que j'aime la mathématique. Je travaille bien en mathématiques et en physique. Plusieurs critères encadrent le passage d'un élève en classe de seconde et le choix de sa série, explique le directeur du CEGEC Bégamin. Au sein donc de l'établissement, il y a un comité d'orientation que nous constituons à partir donc des sachants de la maison. Et c'est ce comité d'orientation qui va disposer et des bulletins de l'apprenant et de son relevé de notes au BPC. Et c'est à partir de là que nous décidons de quelle série l'enfant peut faire et réussir la suite de sa scolarité. Dans tous les cas, quelle que soit la série, il est exigé que l'enfant ait un bon niveau en français et en anglais. Parce que sans les langues, aujourd'hui, on ne saurait rien faire de bon. Donc, de façon fondamentale, nous mettons un accent sur ces deux langues-là. Mais quand l'apprenant ne se retrouve pas dans le choix que lui propose son collège, il n'y a pas d'inquiétude. Il peut s'inscrire dans la série qui le passionne. Ce qu'il est important de savoir, ce sont les compétences spécifiques à chaque série. La série A, la série B, la série C et la série D dans notre sous-secteur d'enseignement secondaire. Voilà les séries qui s'offrent à l'enfant au second cycle. Et pour aller en A, en dehors des aptitudes en langue français et anglais tout à l'heure, il est exigé que l'enfant ait une capacité, n'est-ce pas, de mémorisation, et surtout pour les leçons, soit géo et autres. Il y a aussi d'autres langues, espagnol, allemand, et que l'enfant doit pouvoir des aptitudes. Quand nous allons en C et en D, fondamentalement, ce qui est attendu, c'est d'être bien dans les sciences. Et avoir de l'amour pour les mathématiques, et pour les chiffres, les calculs. Et voilà. D'autres apprenants, après l'obtention du BEPC, optent pour l'enseignement technique, un choix qu'approuve l'acteur de l'éducation. Le programme d'action du gouvernement met plus l'accent même sur les filières techniques aujourd'hui, parce que c'est des filières pragmatiques et qui garantissent déjà à l'enfant au sortir des habiletés de prise en charge, voyez-vous. Donc déjà là aussi, c'est les mêmes choses. Il faut voir les aptitudes de l'enfant, ce que l'enfant ambitionne faire, désire et s'installer dans quel métier et d'avenir, c'est ça. Ces apprenants qui viennent d'obtenir leur brevet ont encore tout le temps pour mieux se décider. En attendant la rentrée scolaire, le chef d'établissement les invite à s'établir un bon programme de vacances. Quelques moments de distraction, mais surtout d'exercice, recommande-t-il. Joseph Yogbenou a démissionné de son poste du président de la Cour constitutionnelle du Bénin mardi dernier. C'est donc le vice-président de l'institution qui assure son intérim depuis ce mercredi 13 juillet 2022. Joseph Yogbenou dit vouloir renouer avec les activités politiques et se met à la disposition de son parti politique qu'est l'Union progressiste, mais et qui pour le remplacer désormais à la tête de la haute juridiction. Pour l'heure, aucune information officielle à ce sujet, mais les éventualités se dessinent compte tenu des dernières actualités politiques. Dans l'élément qui va suivre, nous allons vous proposer l'analyse de la rédaction de Speedline Télévision. Suivez. Mon intention n'est nullement d'occuper une fonction déterminée, mais de me remettre dans le débat politique, mais de me remettre dans l'engagement politique, mais de me remettre dans la construction politique.
Joseph Diogbenou quitte donc ses fonctions de sage et président de la Cour constitutionnelle. Une question qui se pose désormais, qui pour lui succéder à la tête de la juridiction? Même si Patrice Talon, son mentor, a les choses en main, c'est au Parlement que tout va se jouer, puisque le sage démissionnaire était désigné par le bureau de l'Assemblée nationale. C'est à ce dernier qu'il revient de pourvoir à son remplacement. Aussi, le président de la Cour doit être un juriste, un avocat ou professeur d'université de rang magistral, prévoit la Constitution. Ces différentes qualités ne manquent pas pour le moment au sein des sages restants au sein de l'institution. Mais les événements qui précèdent la démission de Joseph Diogbenou et le rôle important de la Cour dans la machine d'État dessinent clairement que le prochain président pourrait bien être celui qui sera désigné par le bureau du Parlement. D'abord, il faut noter la réinscription de Maître Adrien Ongwedji au barreau du Bénin, ce qui lui confère la légitimité d'être candidat à la désignation du sage remplaçant. Il pourrait se voir récompensé pour sa fidélité à la mouvance présidentielle malgré les événements de 2019 qui ont empêché son parti de siéger au Parlement. Il faut aussi remarquer la récente rencontre entre Patrice Talon et les anciens et actuels présidents de l'Assemblée nationale, dont Adrien Ongwedji. Par ailleurs, c'est Joseph Diogbenou qui est successivement reçu par le chef de l'État et celui du Parlement. Avec ce dernier, il a sans doute évoqué les questions de sa démission et celles liées à la désignation de son successeur. Cependant, les pistes probables ne se limitent pas qu'à Ongwedji pour diriger la juridiction constitutionnelle. Il y a bien de cadres de la mouvance qui remplissent les conditions et qui pourront se voir désignés sages à la Cour constitutionnelle. De toute façon, la succession de Diogbenou n'est pas une équation compliquée pour Patrice Talon et sa mouvance. Seuls les jours à venir pourront nous donner raison. Et nous restons en politique. Nous sommes à quelques mois des élections législatives de janvier 2022. Elles se préparent déjà au niveau des partis politiques. Des partis de l'opposition se sont prononcés sur l'organisation de ce scrutin. Ils ont également fait des propositions pour des élections pacifiques et apaisées. Ils sont au micro de Romaric Dossa et Pierre Akapo. Reportage. Vous savez que la législature qui est en train de s'achever a été une désolation pour tout le peuple. Et donc les acteurs politiques de l'opposition que nous sommes, nous avons très tôt pris conscience de ce qu'il faut que nous fassions tout possible pour que, en renouvelant cette assemblée en 2023, il faut que immanquablement on puisse marquer la présence de l'opposition, des députés de l'opposition à cette assemblée. Il y a longtemps que nous nous préparons à cela, il y a longtemps que nous nous sommes attelés à relever ce défi, donc il n'y a pas de raison que l'opposition ne soit représentée à l'Assemblée en janvier prochain. Aujourd'hui, c'est la peur dans le rang de l'opposition. Les militants ont peur. Ah, ce qui se passe tout à l'heure là, si vous faites quelque chose, et même si vous ne faites rien, on vous poursuit, mais ceux qui font ne les poursuivent pas. Est-ce que c'est normal? Et c'est dans ces conditions qu'on ira aux élections? Avec quel candidat? C'est ça le vrai problème. Donc, je reviens à mon deuxième point pour dire qu'il faut faciliter le retour des exilés. C'est sûr que tous ceux qui sont exilés ne sont pas forcément innocents. Il y a des gens qui sont coupables. Et là, moi, je suis contre l'impunité. Parce que si on fait ça dans la République, chaque fois, et les gens vont commettre des crimes, des infractions, et puis après, on les gratifie de tout ça, la nation n'ira nulle part. Mais en revanche, il faut une justice équitable pour s'occuper de ces cas-là, pour l'intérêt général. Vous savez, les défis sont énormes. Les défis sont énormes et pour arriver à contrer la machine en face, il faut beaucoup de prudence, beaucoup de stratégie, savoir lire entre les lignes l'adversaire, la démarche de l'adversaire et savoir comment le rencontrer pour le combat. Donc, souffrez que vous ne puissiez pas voir des agitations de tout genre en ce moment sur le terrain, mais je vous réitère, reprécise que l'opposition sera à ces élections et il n'y a pas de raison, puisque c'est la volonté du peuple, d'envoyer des représentants qu'il désire à cette 9e législature. Il n'y a pas de raison que nous ne soyons représentés à cette assemblée. Quel était l'état des militants quand on a dit qu'il faut
préparer les listes. C'était un enthousiasme général. La caution était à 100 000. Avec 83 députés. Chaque parti payait 8 300 000. Mais aujourd'hui, en moins de 6 ans, on a multiplié par 15. Il faut réduire la caution. Alors pour permettre à cette couche-là de supporter la charge financière. Les jeunes et les femmes, je veux dire, à notre avis, c'est compliqué. C'est une question de logique simplement. Mais aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte et qu'on puisse affronter victorieusement ces dispositions-là. Et c'est pour ça que je vous disais tantôt, il faut une préparation stratégique à notre niveau. Ce n'est pas les agitations sur le terrain. Si eux, en face, je veux parler du camp au pouvoir, le régime, avec ces blocs, n'ont pas peur d'obtenir 10%, ce n'est pas l'opposition qui aura des craintes à obtenir les 10%. Les violences conjugales, un phénomène de plus en plus fréquent dans certains couples. Elles constituent des fois un frein pour la bonne santé du couple, mais chez certains, c'est tout le contraire. Elles conduisent même parfois au divorce. Quels sont alors les comportements que doivent adopter les hommes pour éviter de lever la main sur leurs épouses en cas de dispute? Réponse dans ce reportage. La vie en couple n'est pas toujours rose chez tout le monde. Elle est constituée des hauts et des bas. Les violences conjugales font partie des problèmes les plus récurrents dans un couple. Pour s'en sortir, il faut toujours ramener la balle à terre. Avoir une femme, c'est une grâce. Avoir des enfants, c'est une bénédiction de Dieu. L'homme doit toujours faire de retenue. Et regardez le temps qu'il a mis pour épouser sa femme, le temps qu'il a mis pour élever ses enfants. Il doit se révérer quand la femme fait des bêtises qui ne va pas, qui le dépasse, à ses beaux-parents. C'est sûr qu'il a doté sa femme et il a des témoins là-bas. Les parents vont la corriger parce que dans la famille béninoise, quand la femme déconne, des fois si elle a 90 ans, c'est la chicotte dans sa famille. Moi particulièrement, étant musulman, il est dit que peu importe ce qui se passe, peu importe que je lève la main sur la femme, elle est la première normalement à faire le premier pas, à venir s'excuser. Et c'est en s'excusant, je vais également entrer dans la danse et m'excuser. Donc moi je suis d'avis, il est important, c'est la femme qui doit toutefois faire le premier pas, d'une manière ou d'une autre. Mais le premier pas doit venir de la femme, mais il faut forcément un retour au calme, et le plus tôt possible. Sinon, normalement, l'homme ne doit pas battre la femme. Il faut toujours trouver un consensus. Il faut toujours mettre la balle à terre. Quand ça commence, il n'a qu'à sortir de la maison et aller rester à quelque part et prendre de l'air. Et dès que ça va se calmer, il reviendra à la maison. Donc il faut essayer quand même de dialoguer. Parce qu'il faut que entre les deux là, quelqu'un met la balle à terre complètement. Les disputes dans un couple sont normales, mais quand elles deviennent de trop, il faut prendre des mesures. Dans un couple, la dispute en fait dans un couple n'est pas une chose extraordinaire, parce que c'est ça qui prouve que le couple vit ou jouit d'une bonne santé. C'est quand ça devient de trop que on peut dire que ce n'est plus bien. Pourquoi? Parce que, vous savez, l'abus en toute chose nuit. Mal. Et ce n'est pas une bonne chose, il faut l'avouer. Et ce qu'il faut surtout demander, que ce soit aux hommes et que ce soit aux femmes, lorsqu'à un moment donné, ça ne va pas ou ça ne va plus, il faudrait quand même prendre un recul. Quand je dis recul, ce n'est pas nécessairement quitter le foyer, mais que chacun quand même aille faire un examen de conscience, parce que ça manque beaucoup. Ça manque beaucoup à des couples, parce que sans ça, il y a le moi qui étant naturel en tout un chacun de nous qui agit. On dit c'est moi le chef. Du coup, on n'arrive pas à accepter un certain nombre de choses. Donc je les invite à quand même à cultiver la patience. C'est juste que chacun essaie de se découvrir. Et il y en a qui ne disent rien. Il y a des hommes qui peuvent accepter qu'on leur dise tout. Il y en a ne pouvant pas supporter, peuvent sortir. Il y en a, ils peuvent prendre leur portable, commencer par
jouer ou faire ce qu'ils peuvent. Mais ça dépend. Ce qu'il y a à retenir, c'est juste se découvrir et apprendre. Je le dis, c'est important à canaliser ses émotions. C'est très, très important. J'y reviens souvent. Pourquoi? Parce que les émotions étant naturelles, si on n'arrive pas à les contrôler, ça va nous jouer toujours de sale tour. Et quand on est homme, il faut l'assumer. Il faut tout faire pour être à la hauteur. Il est bien possible d'éviter de lever la main sur son épouse en cas de dispute. La patience et le dialogue sont les meilleures armes pour l'éviter. Dans le reste de l'actualité à présent, un tribunal de Banjul a condamné à mort mercredi 5 ex-responsables des renseignements gambiens pour meurtre en avril 2016 d'un opposant sous la dictature de l'ex-président Yaya Jammeh. Ibrahima Solo, figure de United Democratic Party, était mort en détention 2 jours après avoir été arrêté pendant une manifestation contre Jammeh, qui dirigeait donc la Gambie depuis 1994. Les tortures et le meurtre de ce militant avaient galvanisé l'opposant jusque-là faible et divisé et précipité la chute du dictateur. Reportage. En Gambie, la Haute Cour de justice de Banjul a condamné à la peine capitale 5 anciens membres des services de renseignement pour le meurtre d'un militant politique sous le règne de Yaya Jammeh. Parmi les condamnés figure Yankuba Badji, un ancien chef de l'Agence nationale de renseignement, l'ancien chef des opérations Cher Omar Djeng et 3 autres anciens responsables de ce service, Babacar Salah, Lamine Darbo et Tamba Mansario. 2 autres accusés ont été acquittés, l'ancien directeur adjoint des renseignements, Louis-Richard Lizzy Gomez, qui a également été jugé mais est décédé depuis, ainsi qu'un autre fonctionnaire, Youssoufa Jammeh, d'abord accusé puis ensuite acquitté. Ce procès, qui a débuté en 2017, était le seul en cours en Gambie pour des crimes commis sous la gouvernance de Yaya Jammeh. La mort en détention du militant Ibrahima Solo Sendeng en 2016 a galvanisé un mouvement politique qui a finalement évincé Yaya Jammeh au pouvoir depuis 22 ans. Le président français Emmanuel Macron a annoncé mercredi sa volonté de repenser l'ensemble des dispositifs militaires de la France sur le continent africain, alors que la force anti-djihadiste Barkhane est en train de boucler son départ au Mali. Le président a jugé qu'il s'agissait d'une nécessité stratégique, évoquant dans un discours au ministère des Armées sa volonté donc de réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, reconstruire une capacité de former ici et là-bas. Reportage. Emmanuel Macron a annoncé mercredi son intention de transformer l'engagement militaire du pays, notamment au Sahel. Alors que le retrait de la force Barkhane du Mali se poursuit, le président français a plaidé pour une présence militaire plus discrète sur le continent africain. J'ai demandé au ministre et au chef d'état-major des armées de pouvoir repenser d'ici à l'automne l'ensemble de nos dispositifs sur le continent africain. C'est une nécessité stratégique. Car nous devons avoir des dispositifs, si je puis m'exprimer ainsi, moins posés et moins exposés, et réussir à bâtir dans la durée une intimité plus forte avec les armées africaines, reconstruire une capacité à former ici et là-bas. Après 8 ans de présence, la force Barkhane s'est vue contrainte de se retirer du Mali, alors que les relations entre les 2 pays ne cessent de se détériorer. La France poursuivra son engagement au Sahel depuis le Niger. L'Europe du Sud est toujours en proie aux flammes. Au Portugal, en Espagne, en France ou encore en Croatie, de nombreux incendies sont toujours hors de contrôle. L'Europe du Sud fait face à des températures caniculaires et des feux de forêt inédits. Des centaines de villageois et des touristes également ont dû être évacués. Reportage.
De nombreux incendies sévissent toujours dans le sud de l'Europe. 3 importants foyers continuent de mobiliser quelques 1500 pompiers dans le centre du Portugal. Mais l'attention des secours se porte aussi sur des incendies qui font rage à Palmela, à une 50aine de kilomètres au sud de Lisbonne et près de Faro, capitale de la très touristique région de l'Algarve dans le sud. En Espagne, l'incendie qui s'est déclaré le 11 juillet dernier près de la ville de Las Mestas en Estrémadure et qui a traversé la province de Salamanque est toujours hors de contrôle. Selon les autorités locales, 200 membres de l'unité militaire d'urgence travaillent à l'extinction de cet incendie avec l'aide de 9 unités aériennes et de 8 bulldozers. Au total, plus de 400 personnes ont été évacuées. La France n'est pas épargnée. 2 incendies alimentés par une végétation sèche, notamment les sous-bois, ont ravagé depuis mardi après-midi 2700 hectares de pins dans la région de Bordeaux, dans le sud-ouest du pays, dont plus d'1 millier à Landira, une zone peu habitée située à une 40aine de kilomètres de Bordeaux. Enfin, en Croatie, le feu de forêt en cours à Satonne, non loin de Dubrovnik, a détruit une 20aine de maisons. Environ 150 pompiers appuyés par des Canadair luttent actuellement contre les flammes. Près d'une 30aine de soldats du feu s'activent aussi dans le comté de Šibenik-Knin pour maîtriser un incendie près de la ville de Rasina. Le nom du successeur de Boris Johnson à la tête du Parti conservateur britannique sera connu le lundi 5 septembre 2022, a annoncé lundi le président de la commission parlementaire chargée d'établir les règles du scrutin, Brady. Il a précisé que le dépôt des candidatures serait ouvert et clos le mardi et qu'un premier tour pour commencer à éliminer certains des 11 candidats aurait lieu le mercredi. Un deuxième tour aura lieu le jeudi. Des candidats auront besoin d'au moins 20 parrainages pour que leur candidature soit acceptée. Images et son. La succession de Boris Johnson au 10 Downing Street, toujours sujet numéro 1 au Royaume-Uni. Le dépôt des candidatures n'est possible que ce mardi, avant un premier tour dès mercredi, un deuxième le lendemain et un dernier si nécessaire lundi prochain. 11 candidats sont déjà en lice, parmi eux notamment Sajid Javid, l'ancien ministre de la Santé, mais aussi Liz Truss, la chef de la diplomatie britannique. Tous les candidats auront besoin d'au moins 20 parrainages pour que leur candidature soit acceptée et à chaque tour du soutien du vote d'au moins 30 députés du parti. Objectif de cette campagne marathon, n'avoir plus que 2 candidats avant le 22 juillet et le début des vacances parlementaires. Boris Johnson a déjà dit qu'il ne soutiendrait personne. Le travail du Premier ministre à ce stade est de laisser le parti décider, de le laisser faire. La fonction constitutionnelle du Premier ministre dans cette situation est de continuer à s'acquitter du mandat et c'est ce que je fais. Le successeur de Boris Johnson sera annoncé le 5 septembre, ou plutôt évidemment en cas de désistement de l'un ou l'autre des 2 candidats élus. De la guerre en Ukraine, on en parle encore. Bombardement massif dans le Donbass. Les villes de Kramatorsk et Sloviansk ont été massivement bombardées ces dernières 24 heures. Dans le sud, des missiles russes se sont donc aussi abattus en nombre sur une ville stratégique. Les autorités ukrainiennes rapportent au moins 5 personnes tuées. Reportage. Elles étaient considérées comme les prochaines cibles des militaires russes dans leur plan de conquête totale du Donbass. Les villes de Kramatorsk et Sloviansk, encore sous contrôle ukrainien, ont été massivement bombardées ces dernières 24 heures. Dans le sud, des missiles russes se sont abattus en nombre sur Mykolaïv. Les autorités ukrainiennes rapportent au moins 5 personnes tuées. Dans cette région, les forces de Kiev intensifient leurs actions pour tenter de reconquérir davantage de territoire. Les habitants se serrent les coudes. Depuis le début de la guerre, les gens ont tissé des liens. Dans mon village, ils sont devenus plus proches les uns des autres. Ils s'entraident. Même ceux qui étaient brouillés demandent comment ils peuvent aider. De son côté, le ministère russe de la Défense affirme que l'Ukraine a subi des pertes importantes. Il rapporte que des missiles aériens de haute précision auraient tué plus de 350 soldats ukrainiens. Les forces russes auraient également mis la main sur un gros stock d'équipements militaires des forces ukrainiennes. Des informations rejetées en bloc par Kiev qui dénoncent de la propagande. L'Ukraine est toujours et encore soutenue par les Occidentaux. Ce mercredi, dans une déclaration commune, une 40aine de pays, dont les États-Unis, les membres de l'Union européenne, le Royaume-Uni et des États asiatiques, ont réclamé à la Russie d'arrêter immédiatement ses opérations militaires en Ukraine.
Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Restez fidèles au programme de Speedline Télévision et retrouvez-nous sur nos différentes plateformes, Facebook, YouTube, également sur le www.speedlinetvbenin.com. Portez-vous bien.